J'ai grand plaisir aujourd'hui à accueillir Jacques Rodet, donc collègue que je connais depuis pas mal d'années, mais que je ne vois pas souvent, et qui va venir nous parler des MOOC, puisque ça intéresse plusieurs personnes dans le groupe. Donc on va finir l'année en parlant des MOOC avec Jacques Rodet. Voilà, donc je te laisse la parole, et donc on interagira avec toi à la suite de ta présentation, 3 quarts d'heure environ. À tout de suite. Ok. Oui, alors bonjour à chacune, à chacun. J'ai orienté mon intervention sur la manière dont on peut concevoir les dispositifs d'accompagnement des apprenants à distance, et quels que soient ces dispositifs, donc aujourd'hui qu'on appelle le digital learning. Donc ça comprend bien évidemment les MOOC, mais aussi des fois plus classiques. Donc, quelques mots sur qui je suis. J'ai une double activité professionnelle. Je dirige un cabinet de conseil. Donc, je fais un certain nombre de prestations. J'accompagne des porteurs de projets de digital learning. Et puis, j'ai aussi des activités universitaires dans plusieurs universités. Essentiellement dans des parcours qui forment des futurs chefs de projet e-learning et qui, à ce titre, ont besoin, tout comme ils ont besoin d'acquérir des compétences en matière de conception pédagogique des dispositifs hybrides, ils ont aussi besoin d'acquérir des compétences en matière de dimensionnement des services d'accompagnement des apprenants. Dans un premier temps, on essaiera de voir pourquoi il faut parler de tutorat à distance, voir un peu ce que c'est, et pourquoi aussi on parle d'ingénierie tutorale. Alors, quelle que soit l'époque à laquelle on se positionne dans la longue histoire de la formation à distance, on peut dégager 2 constantes. La première, c'est que la formation à distance s'est toujours appuyée sur les technologies de l'époque. Les cours par correspondance ont émergé parce qu'est apparu le thermopost. Et puis, la deuxième constante qu'on peut tirer de cela, c'est que quel que soit donc, le type de dispositif et l'époque à laquelle ces dispositifs ont été mis en place, quand il n'y a pas d'accompagnement des apprenants à distance, eh bien, on peut aller jusqu'à plus de 90% de taux d'échec, d'abandon. Donc, il y a nécessité, effectivement, d'accompagner les apprenants et de penser cet accompagnement, quel que soit, là encore, le dispositif. Alors, il y a une grosse littérature scientifique sur le tutorat à distance. Ça fait écrire beaucoup, plutôt des enseignants-chercheurs, même si le tutorat à distance existe aussi dans des entreprises privées. Moi, c'est un corpus que j'étudie depuis une vingtaine d'années, grosso modo, donc je le connais assez bien. Et bien sûr, les chercheurs ne nomment pas forcément les mêmes objets de la même manière. Donc j'ai essayé, il y a quelques années, de dégager quand même un consensus relatif au niveau des fonctions tutorales, et ça nous donne ceci. Il faut accueillir et orienter l'apprenant dans le dispositif, il faut l'aider à s'organiser, puisque c'est à lui de déterminer les temps d'apprentissage qu'il va consacrer à son parcours. Bien sûr, il a besoin de soutien sur le plan pédagogique, mais aussi en termes de motivation, de vie dans le groupe, un support technique, l'aider aussi à porter un regard sur son parcours. Et puis, très fréquemment, on demande au tuteur d'évaluer les apprenants. Alors, il y a une autre tradition plus minoritaire, mais qui existe chez les enseignants-chercheurs, c'est que plutôt que... Parce que là, ce qu'ils nous disent, c'est plutôt des formes très prescriptives. Il faudrait que le tuteur fasse cela, cela, cela. On a même des référentiels qui existent aujourd'hui. En fait, il y a une autre manière d'aborder la question, c'est de s'intéresser aux apprenants et de voir qu'est-ce qu'ils nous disent, eux, de leurs besoins.
Alors il y a des chercheurs, notamment québécois, comme André-Jacques Deschênes et Céline Lebel, qui dans les années 90 se sont intéressés à cela, et ont dégagé ce qu'ils ont appelé les plans de support à l'apprentissage. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé des données, puis les ont classées en 4 plans, que moi j'ai repris au début 2000. Donc le plan cognitif, le plan socio-affectif, le plan motivationnel et le plan métacognitif. Alors dans les années 2000, j'avais détaillé un petit peu ce qui pouvait eh bien, concerner ces différents plans, hein, quels étaient les types de besoins de soutien des apprenants. Et puis, de manière plus récente, je dirais il y a 4 ans à peu près, j'ai pensé à croiser les fonctions tutorales et les plans pour identifier eh bien, des interventions ou des objectifs d'intervention tutorale. Alors bon, ben, je vous fais grâce, hein, je ne vais pas détailler tout ce tableau, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et alors, la tentation serait grande, effectivement, et elle existe fréquemment, de dire, ben voilà, le tuteur, il doit pouvoir être capable de faire tout ça, et peut-être encore plein d'autres choses, parce que là, il y a des exemples hein, au niveau de ces intersections. Donc ça, c'est... on a une autre manière peut-être de penser la chose, c'est de se dire que peut-être que les tâches d'accompagnement peuvent être eh bien, confiées à des personnes différentes, pas à une seule personne. D'ailleurs, une personne qui serait compétente réellement sur l'ensemble de ces interventions, il y a de fortes chances qu'en fait, elle ne soit pas très intéressée à faire de l'accompagnement des étudiants. Et donc, elle préférait faire d'autres tâches. Donc, on a intérêt, effectivement, à délimiter, je dirais, des périmètres d'intervention pour un certain nombre de profils de tuteurs. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, bien évidemment, ça nécessite des actions que moi, je regroupe sous le terme d'ingénierie tutorale, comme il y a une ingénierie pédagogique et une ingénierie tutorale. Le but de l'ingénierie tutorale, c'est tout simplement de penser, de concevoir, de préparer, de diffuser les services d'accompagnement des apprenants. Donc pourquoi en fait, ce qui se passe fréquemment dans les dispositifs de formation hybride, c'est que la question du tutorat arrive assez tard, et finalement, après, on fait des appels à volontaires pour savoir qui va accompagner les apprenants. Et finalement, on leur délègue à ces personnes qui ne sont pas toujours préparées à ces rôles-là, on leur délègue complètement la responsabilité de la qualité des services d'accompagnement qui vont être donnés. Donc, l'ingénierie tutorale a justement pour but d'éviter cela. Alors, ça nécessite pas de faire un certain nombre d'actions. D'abord, il faut identifier les besoins de soutien des apprenants, mais il faut aussi identifier les profils de tuteurs. Alors, l'ingénierie tutorale va aussi permettre une certaine harmonisation des pratiques entre les tuteurs. Quand on a un dispositif massif, comme c'est le cas dans l'IMOOC, où on a donc plusieurs personnes qui occupent le même profil de tuteur, on a intérêt à ce que leurs actions soient, sinon similaires, en tous les cas en cohérence, et donc être coordonnées aussi. On va avoir, donc finalement, à travers l'ingénierie tutorale, on va pouvoir rationaliser aussi un petit peu l'accompagnement, parce que si on a vu que tout à l'heure qu'il y avait énormément de choses que pouvait faire le tuteur, la première question que l'organisation doit se poser, c'est est-ce que finalement on a les moyens de donner tous ces services? Et bien fréquemment, ce n'est pas le cas. Hein, donc il va falloir en quelque sorte prioriser les réponses qu'on va faire. Il va falloir aussi déterminer le coût du tutorat. C'est très important parce que le modèle économique du tutorat est inverse à celui du e-learning. Dans le e-learning, on a beaucoup de frais fixes au départ, puis on a très peu de frais variables. Quand on produit une vidéo, ça coûte un certain montant, et après que cette vidéo soit vue par une personne ou par 100 000, c'est tout à fait équivalent. Bien évidemment, le tutorat nous ramène un petit peu à la situation présentielle, c'est-à-dire que le tuteur va pouvoir encadrer un certain nombre d'apprenants, et admettons qu'il peut en encadrer 100, si on en a 1000, il faut 10 tuteurs. Voilà. Donc tout ça fait que il est important de déterminer le coût du tutorat, tout simplement peut-être pour le réintroduire dans le modèle économique global du dispositif. Et donc ça nécessite de faire ces actions un petit peu en amont.
Et finalement, l'ingénierie tutorale va aussi nous permettre de nous inscrire dans une démarche d'amélioration de la qualité, hein, de manière continue, notamment en analysant et en faisant des enquêtes sur la manière dont sont reçus les services d'accompagnement par les apprenants, par les étudiants. Donc, l'ingénierie tutorale. Ici, je vous ai mis les différentes phases hein, d'un digital learning. Hein. Donc, d'abord, on va définir un petit peu hein, ce qu'on veut faire. Ensuite, on va passer à la conception pédagogique. Hein. Puis, on va produire des ressources, enfin, et les assembler dans un LMS. Et puis, après, on va les diffuser. Et ensuite, on va évaluer. Alors, l'ingénierie tutorale, c'est quatre livrables. Le système tutoral, qu'on peut mettre en œuvre très rapidement, dès lors qu'on a défini le projet. Ensuite, le scénario tutoral, qui ne peut être créé que lorsqu'on a la scénarisation pédagogique complète, c'est-à-dire qu'on sait quelles sont les activités qui vont être réalisées par les apprenants à tel moment dans le parcours, à tel autre moment. Le plan de diffusion qui doit s'inscrire, doit être réalisé avant la diffusion, bien évidemment, et puis l'audit du tutorat qu'on peut réaliser en même temps que l'évaluation du dispositif. Donc voilà de manière très schématique, je rentrerai dans le détail de ces actions, bien évidemment. Donc le système tutoral, c'est à minima les actions suivantes. Analyser les besoins d'aide des apprenants, définir les plans de support et quelles sont les priorités qu'on va accorder à tel type d'intervention ou à tel autre, et c'est d'identifier les différents rôles ou profils de tuteurs qui vont agir dans le dispositif. Le scénario tutoral, il s'agit de concevoir et de quantifier les interventions tutorales. Quantifier, c'est très important, parce que si on veut déterminer un coût du dispositif tutoral, on est obligé effectivement de quantifier, savoir combien de temps on va passer à telle ou telle intervention. Alors il est certain qu'il y a certaines interventions qui sont plus faciles à quantifier que d'autres. Hein, on distingue habituellement les interventions proactives et réactives. Les proactives, on peut tout à fait les dimensionner. Si je dois envoyer un mail chaque semaine aux apprenants, bon, on va pouvoir quantifier ça de manière relativement aisée. Par contre, si dans ce dispositif j'ai un forum et où les apprenants peuvent poser des questions, bah, bien évidemment, ça va être des interventions réactives qu'il est très difficile de mesurer. Donc comment fait-on? À ce moment-là, on va définir un forfait en essayant d'être le plus juste possible, mais il n'y a qu'à la réalité finalement, et lorsqu'on fait l'audit justement, ensuite on peut réajuster. C'est-à-dire qu'on va faire un forfait pour le groupe d'apprenants. Dans un groupe d'apprenants, il y en a qui sollicitent le tuteur, il y en a même qui le sollicitent beaucoup, puis il y en a qui ne le sollicitent jamais. Donc en fait, on affecte un temps global pour le groupe et qui va être utilisé par le tuteur. Bien sûr, quand on a conçu ces interventions, et ça se fait en même temps, mais moi je le mets toujours en second, c'est qu'il faut choisir les outils. Pourquoi? Parce que souvent on fait l'inverse. On choisit d'abord l'outil, et après finalement on va dimensionner l'intervention tutorale en fonction des possibilités de l'outil. Moi je pense qu'il faut faire l'inverse. Que ce qui prime, c'est toujours les intentions pédagogiques et pas la capacité technologique d'un outil. Et puis, une fois qu'on a tout ça, c'est-à-dire qu'on a identifié les rôles, on a défini les interventions qu'il devait faire, eh bien on est capable de produire à ce moment-là un document contractuel, en quelque sorte, qui est la charte tutorale, qui va réunir les droits et les devoirs des tuteurs et des apprenants les uns envers les autres. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est important. On sait que quand on contractualise, eh bien, on implique les individus dans leur parcours, ils se sentent plus responsables, et donc ça favorise, déjà, c'est un petit élément qui permet de favoriser leur persévérance, tout en leur donnant des indications assez précises sur ce qu'ils peuvent attendre des personnes qui sont là pour les aider dans leur parcours. Alors le plan de diffusion, c'est un peu plus divers. D'abord, il y a une action de formation des tuteurs. Souvent, on va les recruter parmi les formateurs ou les enseignants.
Or, pour beaucoup d'entre eux, ce qui fonde leur professionnalité, c'est leur expertise technique, leur expertise disciplinaire. Moi, je connais beaucoup de collègues enseignants qui sont très à l'aise pour donner des cours, mais qui sont assez peu intéressés, par exemple, déjà, ne serait-ce que pour animer des TP ou des TD. Vous voyez, où là, on doit être beaucoup plus dans le soutien aux apprenants. Il est clair pour ces collègues-là, la marche vers les fonctions tutorales est très haute. Hein. Donc, il y a forcément, si on veut les impliquer, il y a forcément, à un moment donné, une formation qui est à leur fournir, afin de faire bouger un petit peu leur représentation de leur identité professionnelle. Il faut aussi, quand on a pas mal d'intervenants, créer des outils de suivi. Imaginons la situation suivante, on a un tuteur pédagogique et un tuteur technique. Le tuteur pédagogique répond à toutes les questions voulues des apprenants, et le tuteur technique, lui, il s'assure que tout fonctionne bien, et quand un apprenant a un problème d'accès ou autre, il va s'adresser à lui. La situation est la suivante, un apprenant, enfin, le groupe d'apprenants devait rendre un travail à une date donnée, et en fait, il y en a un qui n'a pas rendu ce travail. Donc, si le tuteur pédagogique constate cela, sa première réaction, c'est de le relancer, bien évidemment, ou de lui notifier qu'il est défaillant, ou que sais-je. Sauf que si ce même apprenant a pris contact avec le tuteur technique quelques jours auparavant, lui faisant part d'une difficulté justement technique qui faisait qu'il était dans l'incapacité de rendre ce travail, et que le tuteur pédagogique n'a pas connaissance de cet échange-là, on est mal. Donc, c'est pourquoi on a besoin d'avoir des outils de suivi de la relation tutorale et qui soient partagés par les différents tuteurs. Et notre problème, c'est que ces outils, on le verra tout à l'heure, ils ne sont pas développés par les éditeurs de LMS, ou très peu. Et que donc, on en a encore à bricoler des solutions. Mais voilà. Et puis, une chose qui nous concerne peut-être moins directement à l'université, encore que je pense qu'on échappe aux contraintes économiques, partout où on est. Il est important de définir le modèle économique, c'est-à-dire comment on va pouvoir couvrir les frais de ce tutorat. Voilà. Donc, essayer de dégager des recettes. Alors, après, on peut faire aussi, une fois que le dispositif a été diffusé, on peut faire un audit, et là, c'est des actions classiques, on va collecter les données, on va en convoquer, on va en provoquer, on va faire une analyse, tout simplement pour aboutir à des préconisations d'amélioration du dispositif tutoral. Ça peut concerner les tuteurs, ça peut concerner les ressources, ça peut concerner plein de choses. Donc, en fait, en fonction que l'on va réaliser, qu'on va produire, si on produit l'un ou plusieurs de ces livrables, on va se situer dans un type d'ingénierie tutorale ou dans un autre. Quand on fait les quatre livrables, on est dans ce que j'appelle l'ingénierie tutorale optimale. Mais moi, je dois vous dire que, notamment chez mes clients, c'est extrêmement rare que je fasse le tout. Parce qu'ils ont des priorités, parce qu'ils n'ont pas assez de budget, parce que, voilà. Alors, il y en a certains qui vont dire, non, moi, ce qui m'importe, c'est qu'on définisse une charte tutorale, et puis ensuite, qu'on forme les tuteurs. Et bon, là, c'est deux actions qui sont dans deux livrables différents. Et donc, l'essentiel, de toute façon, c'est de démarrer. Après, quand on démarre, on voit très bien où sont les manques et on rétablit ensuite les choses. On ne les fait pas toujours dans l'ordre. Effectivement, dans l'ordre, ça serait de faire le système tutoral, puis le scénario tutoral, puis le plan de diffusion et enfin l'audit de performance. Donc je vais détailler maintenant ces actions pour chacun de ces livrables. Donc analyser les besoins de soutien, bon voilà. Je ne vais pas vous apprendre à faire des analyses, vous êtes des spécialistes. Mais grosso modo, on définit les objectifs de l'analyse. Là, il s'agit
d'identifier quels sont les besoins de soutien d'une population apprenante. Donc on peut convoquer des données sur ces publics, on peut aussi en provoquer des données, et puis analyser tout ça. Le plus important, c'est de formuler, bien sûr, des conclusions qui vont être contraignantes au niveau de la conception. Moi, ce qui me semble très important, c'est de confronter les représentations sur les besoins. Parce que si on est un représentant de l'institution, si on est un tuteur ou si on est un apprenant, on ne va pas voir les besoins de soutien des apprenants de la même manière. Par exemple, j'ai rarement vu un apprenant dire spontanément « j'ai besoin de soutien sur le plan métacognitif ». Vous voyez, ça arrive assez rarement. De la même manière, quand on interroge les institutionnels, ils insistent beaucoup sur le plan cognitif. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'être expert sur sa discipline et de répondre aux questions en tant qu'expert. Sauf que quand on interroge les tuteurs, ils nous disent ça représente un quart à 2/3 des interventions qu'on réalise. Et on fait beaucoup d'autres interventions sur le plan méthodologique, sur la motivation, sur aider les gens à collaborer, etc. Donc, il est important de faire cette confrontation en fait, de représentation pour pouvoir eh bien, coller au plus près de la réalité de ce que sont ces besoins de soutien. Alors, bien sûr, lors de cette analyse, il y a souvent à faire la distinction entre les besoins et les attentes. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On peut attendre quelque chose et pas forcément avoir besoin. Et c'est vrai que quand on interroge, notamment au moment de l'audit, moi je fais ça à l'université de Rennes 1, donc je donne un cours d'ingénierie tutorale, et chaque année, ça fait 12 ans que je fais ça maintenant, j'interroge mes étudiants sur ce qu'ils pensent des services tutoraux dont ils bénéficient. Et alors, bien évidemment, le système est quand même très au point. Et donc, alors ils inventent des choses, en quelque sorte. Ils se sentent un peu obligés, parce que je leur ai demandé de faire ce travail-là. Et alors, souvent, ça déborde de très très loin ce que l'on peut réellement faire dans le cadre d'un dispositif, quoi, et surtout en fonction des moyens qui sont donnés. Mais voilà, donc faire cette distinction entre ce qui va être vraiment important pour assurer la persévérance des apprenants et puis ce qui sera plus annexe. Alors bon, voilà, ça c'est des choses assez simples. Donc je crois qu'il est important de coupler les deux, questionnaire et entretien, pour avoir du quantitatif et du qualitatif. Ensuite, ouais, ça vous savez. Et c'est ça qui est très important. Les conclusions doivent être extrêmement précises. Parce que elles doivent nous contraindre au moment de la définition, justement, des profils de tuteurs. Et de savoir réellement quelles sont les interventions qu'on va réaliser. Et puis, elles doivent être opérationnelles. Donc, c'est-à-dire que, quelque part, on a vérifié la validité ou l'opérationnalité en fonction du contexte, des ressources dont on dispose, et bien des interventions qu'on veut réaliser. Alors ensuite, il faut prioriser, parce que, bien évidemment, on pourrait vouloir tout faire. Sauf que là encore, on ne peut pas toujours tout faire. Donc, il y a moi je propose 3 méthodes de priorisation. Comme on a interrogé 3 types d'acteurs, on peut essayer d'identifier quelles sont les représentations sur les besoins, qui sont les mêmes, et dire, par exemple, celles qui sont complètement communes, là, qui sont dans la petite zone IEA, elles sont prioritaires parce que tout le monde les ressent. Ressent que les apprenants ont ces besoins. Puis après, on pourrait prendre ceux qui sont ressentis par l'institution, l'équipe pédagogique, ou par l'équipe pédagogique et les apprenants. Bon. C'est intéressant, c'est peut-être un peu limite quand même, c'est un peu grossier, quoi, on va dire. Moi, j'utilise souvent cela, plutôt pour essayer de qualifier, quand j'ai ma liste d'interventions tutorales priorisées, je les repositionne là-dessus pour savoir si finalement je tiens plus compte des représentations de l'institution, de l'équipe pédagogique ou des apprenants. C'est un moyen de vérifier. Alors il y a une autre méthode qui est le triangle des priorités. Le triangle des priorités, c'est qu'au moment où on questionne finalement les individus,
eh bien, on va avoir pris soin de soit de leur demander directement si c'est un questionnaire, quel niveau de priorité vous accordez à ce besoin, ou alors on peut le déduire aussi quand c'est des données qui sont plus textuelles ou quand on a enregistré des entretiens. On peut définir ses priorités en fonction de différents critères, par exemple si le besoin représente une partie, un pourcentage important de l'expression de l'individu ou pas, on peut arriver à dégager des priorités. Toujours est-il, on peut à ce moment-là faire un triangle comme celui-ci, où on va voir, là, un besoin, eh bien, on voit bien que l'institution accorde plus d'importance à ce besoin que l'équipe pédagogique, et finalement celui qui en accorde le moins d'importance, c'est l'apprenant. Donc plus notre triangle va être grand, plus il faudra répondre à ce besoin par une intervention tutorale, et plus il est équilatéral, plus il y a consensus au niveau de la représentation des besoins. Enfin, une autre méthode qui nous vient de l'étude de la prévention des risques, c'est l'étude de criticité. Alors comment on va l'utiliser là? On va se poser la question, j'ai repéré ce besoin, si je n'apporte pas de réponse tutorale à ce besoin, quel risque j'encours? Quel risque l'apprenant encourt? Et donc un risque, on va le qualifier à la fois en termes d'occurrence, c'est-à-dire de fréquence, enfin d'occurrence, oui, de probabilité et de gravité. Et donc plus le taux tutoral, l'indice de criticité est le produit de l'occurrence et de la gravité, de l'indice d'occurrence et de gravité. Donc on a trois zones là qui sont définies dans cette matrice. Tout ce qui est en gris foncé, eh bien ça veut dire que là il faut absolument apporter une réponse tutorale. Tout ce qui est en blanc, on peut ignorer. Et tout ce qui est gris, clair, là, eh bien ça veut dire qu'on va dimensionner ça en fonction des moyens dont on dispose. Mais on est certain que s'il y a un besoin dont le taux de criticité se situe dans cette zone grise, donc entre 9 et 16, eh bien, si on n'apporte pas de réponse tutorale, ça aura des conséquences fâcheuses pour l'apprenant. Alors ça c'est bien, mais il faudrait aussi tenir compte des contraintes du contexte. Et ces contraintes, elles peuvent être très très diverses. On peut avoir des contraintes politiques, budgétaires, temporelles, mais aussi techniques. Ça peut être des contraintes liées aussi à la compétence des tuteurs. Donc moi ce que je propose, c'est que pour chaque besoin, on définisse déjà un coefficient pour chaque contrainte, et puis qu'ensuite on positionne sur une échelle de 1 à 10 par exemple, eh bien, un indice pour chacune des contraintes. Et plus on aura un indice de contrainte élevé, ça veut dire que moins il sera facile de mettre en œuvre l'intervention tutorale qui répond aux besoins. Et ce qui peut arriver, c'est qu'on a des interventions tutorales, enfin des besoins qui présentent un taux de criticité important et qui nécessiteraient une intervention tutorale, et qui néanmoins, cette intervention tutorale, eh bien, elle a un indice de contrainte très fort. Donc là, c'est le signal d'alarme, bien évidemment, parce que ça veut dire qu'il va falloir redimensionner un certain nombre de besoins pour amoindrir les contraintes. Alors on peut aussi utiliser la matrice d'opérationnalité, donc ça c'est une vision un peu plus graphique et plus limitée des contraintes. Simplement utiliser les contraintes budgétaires, techniques, politiques et compétences. Et donc on définit bien sûr une échelle de non contraignant à très contraignant. Donc vous voyez, non contraignant, c'est que l'intervention tutorale peut être menée sans modification de l'existant, pour le facteur considéré, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'amener à budget constant, il n'y a pas besoin de développer les compétences des tuteurs, ça ne remet pas en cause ce qu'on a déclaré dans notre charte tutorale, et techniquement c'est bon, on a déjà les outils. Ou alors, au contraire, c'est peut-être très contraignant sur, par exemple, voilà, vous voulez demander ça à vos tuteurs, sauf qu'il va falloir les former, et donc, alors ça peut nous donner ce genre de choses. Et que là, on a cette zone, on voit bien que budgétairement c'est très sollicitant, que c'est aussi, ça a aussi un impact assez fort sur les compétences,
Par contre, techniquement, on peut, et politiquement, on peut aussi. Donc, les interventions qui sont réalistes sont bien évidemment celles pour lesquelles la zone, l'air, hein, est la plus petite. Et plus on se rapproche de losange, plus on se porte. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'on a identifié nos interventions tutorales, qu'on les a priorisées, qu'on a vérifié leur opérationnalité par l'étude des contraintes, on sait ce qu'on veut faire en termes de tutorat. Donc, on va pouvoir affecter ces interventions à différents profils de tuteurs. Donc là, je vous présente quelques profils, mais rapidement, hein, de tuteurs qui peuvent exister. Ça, c'est ce qui existe au master MFEG de Rennes, qui forme des chefs de projet e-learning. On a 6 profils de tuteurs. Il y en a même un 7e qui est en train d'émerger, là. Et donc, chacun de ces tuteurs a des interventions, un périmètre d'intervention bien précis. Mais dans la réalité, en tous les cas, moi c'est ce que je vois très fréquemment dans les entreprises, c'est qu'on va confier à une seule et même personne tous ces rôles. Donc là, on parle de tuteur orchestre, hein, qui va... Vous voyez, le tuteur orchestre, bon, j'en ai fait une critique il y a déjà quelques années, c'est un peu comme les hommes d'orchestre. C'est sympathique, c'est un peu bruyant, ça fait de l'effet, mais ça produit rarement de la très bonne musique. Oui. Le tuteur orchestre va avoir tendance en fait à faire ce qu'il sait bien faire. S'il est moins à l'aise, par exemple, dans l'écoute, s'il a quelques difficultés à l'empathie avec ses étudiants, il va surtout essayer d'éviter un certain nombre de situations qui lui demanderaient de mettre en œuvre ces compétences-là. Et donc, ça veut dire que le besoin de soutien ne sera pas assuré derrière. Alors, sur le scénario tutoral, donc, il s'agit, comme je le disais, de concevoir. Donc là, je vous ai reproduit en fait une matrice qui permet de décrire une fiche d'intervention tutorale. Bon, on définit son objectif, sa durée, qui sont les acteurs, c'est-à-dire qui est le tuteur ou qui sont les tuteurs, et ils interviennent pour qui? Un apprenant, un sous-groupe d'apprenants, la promotion entière. On va positionner aussi les fonctions tutorales et les plans de support qui sont investis. On va positionner l'intervention tutorale dans le scénario pédagogique. C'est pour ça que je vous disais que le scénario tutoral ne peut être réalisé que quand on a le scénario pédagogique complet. Puisqu'on a certaines interventions tutorales, il y en a certaines qui sont structurelles. Bien évidemment, si on a forcément à accueillir, par exemple, les personnes dans le parcours. Mais on a aussi des interventions qui sont conjoncturelles, qui sont liées en fait à des activités. Vous demandez, je ne sais pas moi, à des apprenants de réaliser une fiche de lecture, je dis n'importe quoi. Peut-être que vous aurez des interventions tutorales qui porteront sur la méthodologie de la rédaction d'une fiche de lecture. Vous voyez, voilà. Les modalités, c'est-à-dire est-ce que l'intervention est proactive, réactive, est-ce qu'elle va être synchrone ou asynchrone, donc de fait les outils qu'on va utiliser pour la réaliser. La ligne en fait la plus importante dans cette matrice, c'est les commentaires et les conseils. Si on fait cette ingénierie tutorale, c'est pour faciliter la tâche des tuteurs, pour qu'ils puissent s'en acquitter plus rapidement, que ça coûte moins cher et que ça soit efficace. Donc, par exemple, si vous demandez à un tuteur de relancer un apprenant qui, à la fin de la première semaine, après le démarrage du dispositif, il ne s'est pas connecté. Alors, vous avez intérêt à lui fournir un modèle de message. Parce qu'il va y passer 3 fois moins de temps que s'il n'a pas de modèle. Donc c'est bien au niveau de cette conception du service tutoral qu'il va falloir le faire. Et alors ça, c'est encore plus important dans les MOOC, puisque, bien évidemment, on va agir beaucoup plus de manière proactive dans les MOOC. On va essayer de réduire la réactivité dans les MOOC, parce qu'on est face à une masse. Et donc, on va essayer de devancer les besoins de soutien des apprenants. Et donc, bien évidemment, là, on a intérêt à rédiger ça de manière très précise. Je l'ai fait pour quelques MOOC, notamment à Lyon 3, pour un MOOC sur les process métiers. Je l'ai fait aussi pour une autre école, IFP School, l'école de l'énergie, qui fait des MOOC pour Total.
Et en fait, on a défini toutes les interventions proactives et on a tout rédigé à l'avance. Alors bien sûr, à la fin, ce sont des modèles, hein, on peut les adapter, mais le temps d'adaptation, il est sans commune mesure avec le fait de rédiger le message. Donc d'ailleurs, voilà hein, quelques éléments de quantification hein, des interventions tutorales. Bien évidemment, tout ça est réinterprété en fonction de nos intentions pédagogiques et des publics aussi auxquels on s'adresse. Mais voilà, prenons aujourd'hui, on fait beaucoup de classes virtuelles, hein, et ben oui, faire une classe virtuelle, ça demande quand même un temps de préparation. Faire un petit conducteur, éventuellement produire quelques ressources sur lesquelles on va s'appuyer, préparer des sondages, que sais-je. Donc, pour le tuteur, la durée, ça va être la durée de la CV, qu'on va multiplier par 1,5 à 2, quoi. Hein, voilà. Et c'est très important de le faire, parce qu'autrement, on va annoncer au tuteur ça va lui prendre tant de temps, en fait, ça va lui prendre plus, et en plus, vous allez simplement lui rémunérer ce que vous lui avez annoncé, si vous le rémunérez. Donc, ça veut dire qu'on parie sur le surinvestissement des tuteurs, et c'est un pari à court terme. Hein, moi, je connais personne qui va se surinvestir dans la durée. Hein, à un moment donné, ça ne marche pas. Bien sûr, l'évaluation, notamment l'évaluation des travaux écrits, hein, ça prend beaucoup de temps. Donc, si vous demandez des rétroactions personnalisées, ce qui est très enrichissant d'un point de vue pédagogique, hein, souligner les réussites, expliquer pourquoi il y a des insuffisances, quelles sont les informations, les sources qui pourraient permettre à la personne de s'améliorer sur ces points-là, etc. Tout ça est très très intéressant, très riche, sauf que ça demande du temps. Et hier, je finissais des évaluations de travaux d'étudiants et je passais pas moins d'une trentaine de minutes par travaux. Et alors, où on a un problème, c'est qu'en fait, en présentiel, on ne compte jamais ce temps-là. Et c'est bien la mise à distance et le fait qu'on va faire appel à des tuteurs qui remet en exergue ces temps-là. Mais c'est le même problème en présentiel. Qu'un enseignant passe 5 minutes à lire en diagonale une copie et mettre une note, ou qu'il y passe une demi-heure en faisant des commentaires formatifs, en fait, du point de vue de l'institution, c'est exactement la même chose. Ça n'a rien à voir pour l'apprenant. Alors voilà, ça c'est un exemple, une fiche d'intervention. Hein. Donc, on a les différentes... Quand je vous parlais de modèle de message, on ne voit pas grand-chose, mais vous voyez, c'est vraiment un message qui est rédigé. Et puis on lui donne un certain nombre d'indications. Par exemple, le tuteur propose à l'apprenant de critiquer le travail de leur père, d'en d'émettre un avis, des conseils, voilà, etc. Hein, on donne une marche à suivre en fait au tuteur. Ça ne veut pas dire qu'on bride sa liberté, mais s'il n'a pas ce cadre-là, et s'il est novice en plus dans l'accompagnement des apprenants à distance, c'est-à-dire qu'on le met en terrain inconnu, quoi. Alors, moi, on m'a souvent posé la question, mais il faut combien de temps pour... combien d'heures de tutorat pour un parcours type? Alors après avoir pendant des années refusé de répondre à cette question, parce que je disais, il faut voir ce que vous voulez faire, quelles sont les intentions que vous voulez confier à vos tuteurs, et puis il faut les quantifier, puis après on saura. J'ai quand même étudié un certain corpus, quoi, hein, tiré de mes expériences, d'expériences d'autres collègues, etc. Et j'ai proposé le taux tutoral. Alors le taux tutoral, c'est une équation, c'est le temps du tutorat qu'on a prévu, qu'on divise par le temps du parcours multiplié par le nombre d'apprenants. Mais bien sûr, on peut inverser la proposition, c'est-à-dire qu'on veut savoir combien de temps il faut consacrer au tutorat, et bien à ce moment-là, c'est le temps du parcours multiplié par le nombre d'apprenants, multiplié par un taux tutoral. Et là, j'ai fait une échelle. Alors, ce sont des taux qui sont assez bizarres, hein, mais 0,00, mais ça fonctionne. Et ça permet de savoir, grosso modo, combien d'heures on va devoir consacrer au tutorat en fonction de ce qu'on veut faire au tuteur. Donc, vous voyez, par exemple, dans le premier, pas le premier, parce que là, le tutorat est inexistant, mais
c'est tutorat existant sous forme collective, ne pouvant répondre qu'aux besoins vitaux d'accompagnement des apprenants et ne permettant aucune prise en compte personnelle. L'évolution se limite à des travaux autocorrigés. A contrario, si on se situe ici, tutorat personnalisé, couvrant l'ensemble des besoins d'accompagnement de chaque apprenant. La formulation de commentaires formatifs pour les travaux individuels ou collaboratifs est personnalisée. Donc, si vous voulez, alors on peut choisir, on peut utiliser cette échelle dans les deux sens. Je ne sais pas, vous avez un parcours de 20 heures pour 50 personnes, donc ça nous fait 1000, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Et 1000, donc ça c'est votre... et 1000, vous allez le multiplier par un des taux, là, hein, et puis bah, vous verrez ce que vous pouvez, combien d'heures ça va vous représenter en termes d'intervention tutorale. C'est un peu grossier, mais comme première approche, c'est pas inintéressant. Pour les outils de communication, là je vous ai simplement indiqué, mais bon, vous êtes sûrement beaucoup plus outillé que moi là-dessus, un certain nombre de critères qui peuvent permettre de choisir un outil adapté à une situation. Moi, il y a un des critères qui a souvent ma préférence, c'est l'accès. C'est-à-dire que, est-ce que finalement, l'outil qu'on veut utiliser, il est accessible financièrement, fonctionnellement, aux personnes à qui on veut s'adresser. Souvent on oublie, surtout quand on est dans des contextes où on expérimente, et où donc finalement le choix de l'outil est presque premier, quoi, en fait. Voilà, enfin on a d'autres types de critères, notamment comme le type d'information qu'on peut passer, hein, les systèmes de symboles qu'on peut utiliser à travers tel ou tel outil sont importants. Alors la charte tutorale, hein, c'est, comme je vous l'ai dit, un document qui permet de définir les droits et devoirs. Et ce qui est important, à mon sens, c'est d'engager cette boucle qui va être un des garants de la qualité continue, de l'amélioration de la qualité continue. Si on fait une version, et puis elle est en cours, et on va interpeller les apprenants justement sur eux, comment ils vivent cela, quoi. Et est-ce que ça répond à leurs besoins ou pas, etc. Et moi, alors, j'ai de la chance parce que je forme à Rennes, je forme des concepteurs. Donc, si vous voulez, ça fait partie de leur boulot, de leur futur boulot, de définir aussi le tutorat. Donc, je ne leur montre pas, j'ouvre un peu le bureau des plans, je leur montre surtout des solutions, des propositions. Puis après, on examine tout ça, et bien sûr, on retient des choses, il y a d'autres choses qu'on ignore, mais on améliore la chose d'année en année. Alors, sur le plan de diffusion, très sincèrement, pour la formation des tuteurs, il y a une personne qui est incontournable, vous connaissez sûrement, qui est intervenue plusieurs fois à Lyon, qui s'appelle Brigitte Denis. En 2003, dans Distance et Savoir, elle avait publié un article vraiment fondateur sur ce que devait être une formation de tuteur. Et donc, je vous ai reproduit ici les grandes étapes, c'est-à-dire d'abord faire vivre aux futurs tuteurs à distance, une situation d'apprentissage à distance, mais ensuite confronter les représentations, définir de manière commune et collaborative ce que seront les tâches du tuteur, rédiger une charte, pratiquer, et puis après faire des retours sur la pratique. Alors, moi, j'interviens assez régulièrement dans le seul diplôme, pour l'instant universitaire francophone, qui existe de tuteur à distance, qui a été créé à Liège, par Brigitte Denis. Mais bon, moi, je fais pas mal de formations pour les tuteurs, mais pas dans un cadre universitaire. Je suis en train de réfléchir à un parcours d'ingénieur tutoral qui pourrait être proposé et diffusé par l'université, mais on n'y est pas encore. Alors, ce qui est très important aussi, c'est d'associer les tuteurs, de les regrouper en communauté de pratique. France-Henri, qui a beaucoup travaillé sur les communautés de pratique, après avoir travaillé sur les forums il y a bien longtemps, puisque ça faisait l'objet de sa thèse,
a proposé cette représentation graphique où on voit que finalement il y a deux vecteurs qui sont importants dans une communauté. C'est la force du lien social, qu'est-ce qui unit les individus les uns aux autres, et le deuxième vecteur c'est l'intentionnalité du rassemblement. Est-ce que moi j'ai envie de collaborer ou pas, et pourquoi avec les autres. On s'aperçoit que les communautés de pratique, eh ben, ce sont les communautés qui sont les plus exigeantes sur ces deux vecteurs. Donc, tout ça pour dire que si vous avez une équipe de tuteurs, vous pouvez leur proposer une communauté de pratique, mais s'ils n'en ressentent pas l'intérêt, s'ils n'en tirent pas bénéfice d'une manière ou d'une autre, si cette communauté ne produit rien, eh bien, ils viendront peut-être pour répondre à votre injonction, mais il ne va pas se passer grand-chose. On connaît ça aussi dans les entreprises, hein, où notamment il y a quelques années, il y avait la vague du knowledge management, c'est-à-dire comme il y avait la pyramide des âges défavorable, il fallait capter les connaissances des plus anciens avant qu'ils partent à la retraite. Et alors donc la plupart du temps, même on les sortait d'un placard, hein, où on les avait mis quelques temps auparavant, puis on leur disait, bah, dites-nous tout ce que vous savez faire. Bon, vous imaginez bien qu'ils répondaient de manière formelle et pas très très volontaire. Donc la plupart du temps, ces expériences ont été des échecs. On a la même chose pour les communautés de pratique. Hein. Donc il s'agit avant tout de partager ces expériences, aussi de s'entraider, hein. C'est très important, on est face à un problème un peu complexe, et il y en arrive tout le temps. On a un apprenant, par exemple, qui a eu un accident, qui est hospitalisé, on a une personne qui est mutée professionnellement dans un pays où les connexions ne sont pas très établies. On a, ça m'est encore arrivé il n'y a pas très longtemps, une étudiante qui perd son conjoint, et donc vous imaginez bien que la formation, ça devient plus annexe, quoi, hein. Bah, comment on réagit par rapport à ça? Alors, tournons-nous bien, hein. Moi je ne dis pas que les tuteurs doivent être des psychologues, hein. Ils ne le sont pas, je veux dire. Mais ils doivent être en écoute. Et donc, si un apprenant, il lui arrive quelque chose qui a un impact sur son parcours d'apprentissage, ça concerne le service d'accompagnement. Alors ne serait-ce que peut-être que pour que le tuteur tire une sonnette d'alarme, hein, c'est pas forcément à lui de répondre à tous les cas de figure, mais c'est important. Et puis, dernière chose qui est très importante, c'est de produire des choses. Et donc, c'est-à-dire que la communauté, elle produit des choses. Ça peut être des guides de bonne pratique, ça peut être, pourquoi pas, une amélioration de la charte tutorale, parce qu'on s'est aperçu de différentes choses. Une communauté qui ne produit pas, qui n'est que dans l'échange, eh bien, elle ne dure pas très très longtemps. Hein, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle s'arrête, tout simplement. Donc, alors les outils de suivi de la relation tutorale. Je vous ai mis un extrait, alors je vous disais, hein, pour pouvoir personnaliser les interventions tutorales, il faut absolument garder la mémoire de la relation tutorale. Je vous donnais une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années. J'étais en classe virtuelle avec un groupe d'étudiants. Puis là, il y a une étudiante qui me pose une question. Et je me rappelle, mais je me rappelle juste, hein, qu'il y a une personne dans la semaine qui m'a posé une question sur le même sujet. Le problème, c'est que je ne sais pas si c'est elle. Je sais que je lui ai répondu à cette demande, mais je ne sais pas si c'est elle, et alors je me rappelle encore moins ce que je lui ai répondu. Donc, il faut que je vérifie. Alors, il faut que j'ouvre mon petit fichier, ça c'est un fichier Excel, vous voyez, où je mets simplement la date, le type d'action, si c'est une réponse, si c'est un message proactif ou réactif, etc. Et puis je reproduis le message. Donc quand c'est un mail, c'est très facile, hein, copier-coller. Hein. Quand c'est un entretien téléphonique, il faut faire une petite synthèse. Et puis je note ici le temps que ça m'a pris. Et ce qui, moi, me permet de dire ensuite aux différents responsables, par exemple, l'an dernier à Rennes, on a lancé un DU qui s'appelle Cofordi. Les heures tutorales étaient dimensionnées à 158 heures. Et moi, à la fin donc c'était sur 6 mois, hein, parcours 90 heures, j'encadrais une trentaine d'étudiants.
Moi, j'ai fait tous mes comptes, je suis arrivé à 220 heures. Donc, entre 158 heures rémunérées et 220 heures réalisées, il y a quand même une certaine différence. Et j'ai un collègue qui, lui, avait un profil plus technique que moi, et qui, pour un cours où on était vraiment sur des sujets techniques, lui, il a même passé 250 heures. Donc, bien évidemment, on est revenu voir le responsable, c'est un copain en même temps, mais quand on a fait le débrief, il a dit, bon, bah, cette année, il faut... Bon, bien sûr, on va s'améliorer. L'année dernière, c'était la première fois. Mais bon, et donc on a transigé à 200 heures. Donc, voilà. Je le dis souvent aux tuteurs qui se plaignent de ne pas avoir le temps. Seulement, mais d'ailleurs, même les étudiants se plaignent de ne pas avoir assez de temps pour faire leurs travaux. Sauf qu'ils ne savent jamais quantifier le temps dont ils auraient besoin. Donc, et ça, c'est très important. On n'est pas crédible si on n'est pas capable de dire j'ai besoin de tant de temps. Et il faut donc calculer. Alors voilà, hein, donc on a cela. Alors je reviens à mon anecdote. J'avais besoin d'avoir le temps d'ouvrir mon fichier. Là, hein. J'étais en classe virtuelle, donc je lui ai demandé de reformuler ces questions. Pendant ce temps-là, j'ai ouvert mon fichier et j'ai vu qu'il s'agissait bien de cette personne. J'ai pu donc reprendre connaissance très rapidement, ça m'est venu immédiatement en mémoire, ce que je lui ai répondu. Et quand j'ai repris la parole dans la classe virtuelle, non seulement je savais que c'était elle, mais j'ai pu m'appuyer sur ce qu'elle m'avait formulé, ce que je lui avais déjà répondu, et faire des compléments. Je peux vous dire que là, elle s'est sentie prise en compte de manière personnelle. C'est-à-dire que souvent on parle de personnalisation, mais on ne se donne pas les moyens de personnaliser. Donc, alors, les outils comme les LMS ne nous permettent pas d'avoir ce type de choses de manière synthétique, savoir tout ce qu'on a échangé avec un apprenant. On peut utiliser aussi les CRM. Les CRM, c'est, vous savez, les logiciels de gestion de la relation clientèle. Bon, ce qu'ont tous les commerciaux, quoi, hein, si vous voulez. Et ce sont des bases de données, hein, pour dire simple. Hein, mais ça permet de créer des événements. Ça permet donc de savoir ce qu'on a à faire. Et ça permet donc de garder un historique de la relation qu'on a avec une personne. Donc, alors souvent dans ces CRM, on a le nom de l'entreprise. Ben, le nom de l'entreprise, ça va être un parcours. Les services, ça peut être les sous-groupes d'apprenants. Et puis les clients ou les contacts, ce sont les étudiants. Vous voyez, on arrive à le ruser. Mais, alors, avec un groupe de personnes, on a travaillé à l'élaboration d'un cahier des charges d'un outil qui s'appelle Memotad et qui aurait pour fonction de faire cela, mais encore un peu plus, puisqu'il y aurait une dimension réseau social aussi importante pour favoriser l'entraide. Le problème, c'est que les premiers devis qu'on a reçus ne nous permettent pas d'envisager pour l'instant le développement de cela à très court terme. Mais s'il y a des financeurs, là, c'est un plaisir. Le modèle économique, très rapidement, hein, quels sont les coûts fixes du tutorat? C'est bien sûr les coûts qui sont liés à l'ingénierie tutorale. Pour vous donner un ordre de grandeur, moi, mes interventions en ingénierie tutorale, elles se situent entre 2 et 7 jours, selon ce que veut le client. Et, voilà. Donc, coût consultant, hein, vous voyez, c'est quelques milliers d'euros, c'est pas... Voilà. Ce que je dis toujours, vous avez un MOOC, vous avez prévu de produire une trentaine de vidéos, vous en produisez que 29, puis le coût de la 30e, ça vous sert à financer l'ingénierie tutorale. C'est quand même important parce qu'on arrive à, avec des services tutoraux, par exemple pour le CFPB, qui est le centre de formation de la profession dentaire, ils font un MOOC et on a gagné à peu près 25% en taux de complétion. Je peux vous dire que c'est rentable. Mais pour eux. Donc, coût fixe, ingénierie tutorat, les outils qu'on va mobiliser pour le tutorat. On a un peu de chance, c'est qu'on va rarement utiliser des outils qu'on n'utilise pas déjà dans le cadre de la formation. Il y a peut-être quand même les communications téléphoniques, donc bien sûr il faut favoriser la téléphonie IP qui est gratuite. On peut aussi produire des ressources, que ce soit des facs, des forums questions, hein, je ne sais pas, vous demandez une activité,
bah, si vous reproduisez de session en session, vous accumulez un certain nombre de questions qui vous sont posées par les apprenants, bah, à ce moment-là, vous transformez vos réponses, enfin leurs questions en vos réponses en fac, et ce qui fait que vous tarissez un petit peu les demandes et donc le nombre d'interventions réactives. Mais ça peut être aussi, premier problème qu'ont tous les apprenants, enfin beaucoup d'apprenants, je ne sais pas me connecter à la plateforme, ou je ne sais pas activer mon micro dans la classe virtuelle, enfin vous voyez, des choses aussi simples que cela. Plutôt que de répéter à chaque classe virtuelle, pour activer votre micro, il faut d'abord cliquer là, après vous faites un petit didacticiel, et voilà, c'est fait. Donc, et ça c'est vraiment du tutorat. Et après, bah, il y a la formation des tuteurs aussi qui peut être impactée sur les coûts fixes. Les coûts variables, eux, bah, ça va dépendre de plusieurs choses. D'abord du nombre d'apprenants qui vont être suivis par les tuteurs. Ce nombre va varier en fonction aussi du nombre d'interventions que vous demandez. Bon, un exemple, je vous ai dit, bah, pendant 6 mois, sur un parcours de 90 heures, moi j'accompagne une trentaine de personnes. On a fixé à 30 le nombre, donc c'est un groupe de classe. J'avais travaillé pour un petit centre de formation dans les Pays de la Loire qui diffusait des formations pour les pharmaciens et les préparateurs pharmaceutiques. Le bassin, le public potentiel, c'était 2 ou 3 000 personnes, je ne me rappelle plus exactement. Toujours est-il, elles avaient en permanence 800 personnes qui étaient actives sur des modules. Elles étaient 2 pour tout gérer. Ouais. Donc, alors, c'était plutôt, il n'y avait pas tant de proactivité, plutôt de la réactivité. Bon, ils avaient dimensionné leur service tutorant comme ça. Et ils se sont appuyés effectivement sur un CRM. Donc, voilà, on peut encadrer plusieurs centaines de personnes, mais tout dépend de ce que l'on demande aux tuteurs de réaliser. Sur le MOOC d'IFP School, donc à peu près 10 000 personnes, 10 000 apprenants, il y avait une équipe à peu près de 5 ou 6 tuteurs. Vous voyez, ça fait... voilà. Mais où on faisait essentiellement de la proactivité. Donc ça va dépendre aussi du nombre et de la durée des interventions. Et puis autre chose qu'on néglige, mais la productivité des tuteurs. Je peux vous dire que bon, moi qui suis un tuteur plutôt expérimenté, je mets souvent beaucoup moins de temps qu'un tuteur qui fait ça pour la première fois. Enfin, vous voyez. Donc il faut augmenter leur productivité et ça passe par la formation, par les communautés de pratique. Alors bon, sur l'audit, ça c'est ce qu'on peut faire après. Donc je vais aller très vite parce que ça vous est connu. Donc on collecte des données, donc on convoque des documents, c'est-à-dire les fiches de fonction, les évaluations, les traces d'activité, la charte tutorale. Moi concrètement, quand j'arrive chez un client, c'est ce que je lui demande. C'est qu'est-ce qui existe quoi, pour faire. Alors souvent, il n'y a pas grand-chose. C'est bien pour ça que... donc après, bah, il va falloir faire des questionnaires. Et puis faire des entretiens. Donc ça, c'est la collecte des données. Ensuite, on va analyser. Donc pour ça, on va utiliser une grille d'analyse. Alors on peut utiliser des grilles d'analyse standards, notamment en s'appuyant sur les fonctions tutorales et les points de support, ça marche très bien. Ou alors on peut personnaliser cela, bien sûr. Et puis souvent, il y a on peut tirer finalement des rubriques de la grille d'analyse des données elles-mêmes. Ensuite, on présente les résultats et puis on les discute. Et enfin, on formule des préconisations qui vont pouvoir porter sur l'organisation du dispositif tutoral, aussi bien le profil des tuteurs, les fiches de fonction, la manière dont l'information circule entre ces personnes, etc. Mais aussi sur les interventions qui seraient à réaliser pour répondre à des besoins qui n'ont pas été, auxquels on n'a pas répondu précédemment, justement. Et puis aussi, sur le plan de la formation, on peut faire un certain nombre de préconisations pour proposer, par exemple, notamment dans les MOOC, on a, pour pouvoir rendre la chose un peu plus humaine, il y avait des permanences sous forme de classe virtuelle.
Donc on donne rendez-vous aux apprenants qui le souhaitent, quand ils le veulent, tel jour à telle heure. Sauf que vous avez des personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec la classe virtuelle, par exemple. Donc il faut les faire monter en compétence là-dessus. Voilà, j'ai mis tout ça dans un bouquin que vous pouvez trouver de manière un peu plus détaillée. Mais peut-être l'essentiel, c'est que maintenant on échange. Hein, et j'espère avoir été trop. C'est parfait. Ça va.